Salut et bienvenue sur Anacaland pour la review de l'épisode 6 de la saison 3 de Foundation sur Apple TV+. Un nouvel épisode, certes un petit peu court, ou en tout cas j'ai eu l'impression qu'il était un peu moins chargé que d'habitude, même s'il se passe quand même pas mal de choses intéressantes. Et donc un épisode toujours dans cette même lignée de saison 3 qui est vraiment très qualitative, que ce soit autant sur le plan technique, on en a parlé chaque semaine, et autant sur l'écriture qui je trouve est très sympa. Là avec justement l'aboutissement de plusieurs intrigues dans cet épisode, on en parle tout de suite. Car juste avant, je voulais juste vous prévenir, il y a de fortes chances que la semaine prochaine je ne fasse pas la review de l'épisode 7 puisqu'il y a Invasion qui sort et c'est vrai que j'ai très envie de prendre le temps d'en parler tout ça, donc je pense que je ferai peut-être que l'épisode 7 de Foundation avec l'épisode 8 du coup la semaine suivante. J'espère que ça vous ira, à moins évidemment que cette vidéo fasse 1 million de vues avant, enfin en tout cas plus que les semaines précédentes, et surtout moins que l'épisode 7 soit vraiment une dinguerie. Peut-être que du coup je le ferai le lendemain après Invasion si j'ai le temps. Dans tous les cas je vous mets ici la playlist avec toutes les vidéos sur Foundation. Et tant qu'à faire, n'hésitez pas à aller voir si vous ne l'avez pas encore vu ma dernière vidéo cultissime sur la naissance du mythe du Predator, puisque en ce moment, vous l'aurez remarqué, on parle beaucoup de Alien et compagnie. Donc bonne vidéo, n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, un petit like si la vidéo vous plaît, un abonnement si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines sorties. Surtout que là, on est vraiment dans un arc science-fiction, même je vous prépare une petite surprise par rapport à Asimov pour après la série, donc abonnez-vous pour ne pas manquer tout ça. Et très rapidement, apparemment je suis éligible au truc des boosts dont je vous ai parlé la semaine dernière, mais ce n'est pas encore activé, donc je vous en parlerai quand ce sera activé, mais tenez-vous à l'affût si vous regardez sur téléphone. Et sur ce, on est parti. Alors, épisode 6 que on pourrait presque découper en 3 grands arcs narratifs, comme souvent d'ailleurs dans cette série. Ce que j'aime beaucoup, c'est justement tous ces changements de personnages. Donc on va reprendre avec le plus, on va dire, à la fois le plus triste et le plus court de cet épisode, à savoir celui à Mycogène, avec donc Jour, l'empereur au jour, qui donc s'infiltre, il est incognito, il s'est déguisé, tout ça, il fait un petit peu de shopping, il goûte les produits locaux, tout ça, et puis il retrouve Chant de je sais plus quoi, son nom complet, je me rappelle plus, qui donc a bel et bien perdu la mémoire, tout ça. Elle a l'air très étonnée et presque effrayée de le voir ici. Lui, carrément, il a réussi à sauvegarder ses souvenirs pour les lui rendre, ce que j'étais pas sûr que ce soit possible, donc c'est très intéressant aussi à ce niveau-là de voir qu'il y a cette possibilité, même si j'ai cru qu'il allait réussir à la convaincre, puisque notamment il lui parle de ses croyances, à savoir qu'elle a rencontré un robot et tout, sauf qu'elle croit pas au fait qu'elle était amoureuse, tout ça, et elle refuse finalement de récupérer ses souvenirs, car en fait, on se rend compte, et c'est là où je trouve ça triste parce que Jour est clairement honnête dans ses sentiments envers elle, alors que elle a l'air de dire, enfin en tout cas elle nous le dit clairement même, que en fait elle est lesbienne et qu'elle est mariée, elle partage sa vie avec quelqu'un dont elle est folle amoureuse et que c'est impossible qu'elle soit réellement tombée amoureuse de lui et qu'elle a probablement fait ça que parce qu'elle avait peur ou parce que c'était pour se faire de la thune et tout machin. Ok. Donc Bichette, je pense que ça va lui faire très mal à son petit cocoro, et pour le coup, ça pourrait être un bon élément déclencheur pour, pourquoi pas, des petites dingueries, parce que je le redis, mais j'adore ce personnage, j'adore cet acteur et la manière dont il incarne toutes ces différentes versions du personnage même, et c'est vrai que celui-ci de Cléon est très intéressant, donc j'aimerais bien voir ce qui pourrait lui arriver par la suite, maintenant qu'il a son cœur brisé et qu'il a plus rien à perdre, surtout que Demerzel aussi a pas mal avancé dans cet épisode-là, donc pourquoi pas. On n'a pas revu encore le frère au soir, puisque là pour l'instant son intrigue il est en stand-by en train d'attendre si est-ce qu'il va mourir, est-ce qu'il va pas mourir. Par contre, du coup, ça nous ramène à ce qui se passe avec Demerzel et Gaal, puisqu'en fait on apprend, alors ça s'est balancé comme ça, genre en mode rien à faire, que l'empereur au matin, eh ben il est mort. Au final, ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, il est mort. Il avait pourtant une combinaison, donc le fait de finir dans l'espace n'aurait pas dû le tuer en 12 secondes comme elle le dit, mais si, donc voilà. Il est mort. Ok, on n'en parle plus. Probablement qu'on ne reverra plus ce personnage, à moins qu'elle en décongèle, comme elle dit, Gaal, un autre, mais c'est pas dit, vu que l'Empire est quand même sur le déclin très fortement. Donc on verra, mais du coup, ce qui est quand même très intéressant là, dans cet épisode, c'est cette rencontre entre Demerzel et Gaal, qui pour le coup avait choqué, je pense, pas mal de monde à la fin de l'épisode précédent, où on s'est dit, oh, voilà, 300 ans qu'elles se sont pas vues et tout. En plus, on apprend des petits trucs sympas, à savoir que par exemple, Seldon savait qu'elle était un robot, mais il ne l'a pas dit à Gaal. On apprend même que Demerzel a aidé Seldon à créer la psychohistoire, en fait à créer le premier radiant, puisqu'elle a ajouté elle toute sa connaissance, tous ses souvenirs
toutes ces données sur le passé à Seldon pour qu'il crée la psychohistoire et le premier radiant, puisque pour que ce soit prédictif, il fallait avoir des données énormissimes. Donc elle est complice de ce truc-là. J'aime bien aussi le petit flashback de Gaal qui revoit la réunion au tout début de la série quand Seldon tentait de convaincre les empereurs de permettre la création de la fondation et qu'en fait elle se rend compte que c'est plus à Demerzel qui parlait que aux empereurs et tout. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Ça rajoute encore un peu plus de profondeur et de cohérence à l'univers. Donc ça, j'ai trouvé ça cool. Ensuite, donc la conversation, malgré le fait que Gaal passe à 2 doigts de mourir, littéralement même, puisque Demerzel le dit, finalement, elles discutent, elles échangent leurs informations, leurs plans, elles partagent même l'existence de la seconde fondation à Demerzel, tout ça. Donc c'est sympa parce que ça fait vraiment avancer pour le coup l'intrigue, puisque les 2 personnes peut-être les mieux informées de la galaxie partagent leurs informations, donc ça c'est très sympa. Concept aussi très cool, qui soulève aussi une petite question, c'est qu'on découvre que Gaal, elle est pas seulement restée réveillée quelques temps dans la première saison quand elle fait son premier voyage spatial, mais que vraiment elle a vu, entre guillemets, ce que voient les spatiens, qu'elle a vécu en gros un truc un peu transcendantal, et que c'est depuis lors qu'elle a plus ou moins accès au futur et tout ça de par ses visions. Ça fait très un peu Doctor Who qui a vu le vortex, tout ça, donc pourquoi pas. J'ai bien aimé le concept parce que c'est vrai que les spatiens, on n'en a plus reparlé de cette saison-là, alors c'était quand même un concept très intéressant qui avait été notamment introduit dans la saison 2, on avait rencontré plusieurs et tout, dont je crois la reine ou un truc comme ça. Donc c'était très sympa, et on découvre que vraiment eux ils ont une perception de l'univers totalement différente de celle des humains, que c'est aussi pour ça du coup qu'ils sont capables de rester éveillés pendant l'hyperespace entre guillemets, je sais plus comment ils appellent ça non plus. Un concept que j'ai trouvé plutôt cool, et ça soulève du coup la question entre ça et le fait que Demerzel dise mais moi en gros quand je vous ai étranglé je voulais vous tuer et vous avez survécu machin. C'est presque à dire que Gaal, en fait, elle est plus qu'humaine, donc on le sait c'est une mentaliste, qu'elle a certains pouvoirs psychiques, mais est-ce que physiquement aussi ça a une incidence sur ça? Est-ce que, pareil, sa génétique jouera aussi un rôle dans son destin? On ne sait pas, mais en tout cas, ils ont l'air de dire qu'en gros, Gaal, elle est un peu plus solide que l'humain lambda, donc pourquoi pas. Après, c'est vrai que sa génétique semblait déjà assez exceptionnelle, vu que sa fille était quand même assez impressionnante, que ce soit en termes de compétences intellectuelle et même physique, donc pourquoi pas, peut-être qu'il y a un truc là-dedans à ce niveau-là, à voir. Ensuite on a un moment un peu trash pour Gaal où donc Demerzel lit dans ses pensées, j'ai trouvé ça très sympa, la manière dont ils appréhendent et dont même ils montrent le fait que elle est capable de maîtriser ses émotions et tout ça pendant la vision, puisqu'en fait elle se retrouve à la place de Gaal, mais au lieu d'être en panique et de machin, elle observe tout, du coup elle arrive à identifier, enfin on sait où va se passer cette bataille finale entre guillemets entre le mulet et Gaal, donc ce sera sur Trantor dans la bibliothèque, donc ça c'est vachement cool puisqu'on sait entre guillemets quelle sera la finalité de cette crise plus ou moins, enfin après on sait pas, ça se trouve c'est pas la bataille finale, c'est le premier affrontement puisque quand même l'objectif du mulet c'est de trouver la deuxième fondation pour éliminer un peu la concurrence, parce que clairement c'est les seuls qui peuvent le menacer, surtout avec ce qu'on vient de voir dans cet épisode là et l'épisode précédent aussi, donc ça se trouve c'est plutôt le moment où elle va lui donner l'info pour changer le destin, ça se trouve elle va juste lui donner l'info au lieu de la garder et de mourir, et ça va créer une nouvelle branche dans le futur, et ça reportera un peu la bataille finale, au lieu de se passer sur Trantor, finalement elle se passera sur la deuxième fondation, sur Ignis. Pourquoi pas, ça pourrait être un moyen assez simple de montrer que voilà, on peut changer le destin en au final acceptant la défaite plus ou moins, donc ça pourrait être sympa je trouve à ce niveau-là. Et on apprend quand même aussi un fait assez intriguant et important je pense par rapport à Gaal et au mulet, c'est qu'ils ont l'air de partager cette vision en fait du futur, de leur affrontement. Est-ce que lui il a peut-être accès à un autre moment de la vision? C'est possible parce qu'il n'a pas encore l'air de parler par exemple de la deuxième fondation, donc s'il vivait le même instant précisément, il aurait cette information là comme quoi il va devoir chercher la deuxième fondation. Mais voilà, est-ce qu'en fait tous les deux ils ont tous les deux accès au futur, ils sont tous les deux hantés par la même vision, la même prémonition de leur affrontement, et du coup ça crée encore une fois un enjeu assez fou, et ça explique aussi pourquoi c'était aussi important de nous montrer que le mulet avait découvert le nom de Gaal Dornick dans la mémoire de Preacher et tout, donc pour le coup ça c'est plutôt très sympa, ça fait vraiment un peu affrontement mythologique, de niveau mythologique, stratosphérique presque, galactique entre ces deux personnages et tout, donc j'aime bien, franchement encore une fois écriture vraiment très sympa dans cette série. Ça nous montre aussi à quel point Demerzel elle est méga cheatée, donc vraiment personnage au top de cette série aussi, très bien écrit et tout, son côté froid et en même temps son côté humain, notamment par rapport au Cléon et tout, puisque par exemple on voit que elle est triste
triste, elle-même elle le dit, que voilà, elle les a perdus, elle les a élevés, c'est ses enfants, mais malgré tout, elle est programmée pour protéger l'Empire, donc il y a un peu cette ambivalence, j'espère vraiment aussi qu'ils vont creuser vraiment là-dedans. Certains d'entre vous ont l'air de m'avoir spoilé comme quoi il y allait avoir effectivement un changement à ce niveau-là. Faites attention aux spoils. Mais du coup, j'ai hâte de voir effectivement comment elle va pouvoir équilibrer entre sa programmation et son cœur, son âme, son intelligence, sa sensibilité, appelez ça comme vous voulez. Mais voilà, son humanité entre guillemets à ce niveau-là, donc plutôt cool. Et ensuite on a par contre une deuxième vision que j'ai trouvé un peu moins sympa, surtout en termes de réalisation, c'est juste tout noir avec un espèce de flou dégueulasse qui bave de lumière et tout. C'est pour montrer le fait qu'elle ne voit rien, que le vide en gros et tout ça. Et en fait c'est pas le vide parce qu'il y a un trou noir, il y a du bruit et tout. Ok, ça nous donne encore juste un point en fait de repère, de savoir que voilà, le moment où tout va plus ou moins se jouer, ou en tout cas le destin de Gal au minimum, probablement celui de la galaxie aussi, ce sera proche d'un trou noir, donc ça se trouve ce sera là et pas sur Ignis qui aurait la bataille finale avec le mulet, même si je me dis c'est peut-être un truc un poil plus, ce sera peut-être après avoir vaincu le mulet, c'est genre en fait il y a pire que le mulet, c'est pour ça aussi que le premier Radiant n'arrivait pas à identifier parce qu'il se passe encore plus dingue derrière, donc pourquoi pas. Et cette vision justement provoque, alors on ne sait pas trop, elle essaye de l'expliquer, une impulsion électromagnétique parce qu'elle s'est réinitialisée machin, mais surtout on voit que Gal a perdu connaissance, son cœur s'est arrêté, elle la réanime. Après on voit qu'elles sont plus ou moins presque copines et qu'elles vont donc s'allier, donc c'est un peu aussi ce qui déjà me fait dire que cet épisode c'est un peu celui des alliances improbables, parce que là on a carrément Gal et Demerzel qui vont plus ou moins collaborer, et c'est vrai que c'est peut-être les deux personnes à la fois comme je disais les plus informées du game à ce moment là dans la série, mais on s'attendait pas forcément à ce qu'elles s'allient ou en tout cas qu'elles collaborent en partie, de même que ce qui va se passer avec les marchands et la fondation, pareil on s'attendait pas à les voir se réconcilier aussi facilement, mais ça j'en reparle très vite après. Et puis parce que quand même il y a aussi ce truc, c'est vrai que dans la fiction en général quand on voit un personnage sous une forme plus ou moins d'ellipse entre guillemets, qui a perdu connaissance et qui est réanimée, sachant elles sont pas forcément réellement alliées machin, je me dis il s'est peut-être passé un truc pendant qu'elle était inconsciente. Piratage du vaisseau, plan secret, cheval de Troie, je ne sais pas, mais en général dans la fiction quand on nous montre une scène mise en scène comme ça où il y a une perte de conscience, on n'est pas à l'abri d'un petit truc, donc voilà je le place là au cas où. Et donc le plus gros clairement de l'épisode tourne pour le coup autour de la famille Malo, Magnifico, même un peu de Preacher aussi, même si vraiment ils ont du mal à vraiment nous le faire aimer, je trouve il est très en second plan pour l'instant dans la série, donc j'espère qu'ils vont en faire quelque chose, parce que pour l'instant il sert pas vraiment à grand chose en termes vraiment d'intrigue, d'écriture et tout, c'est juste un prétexte, donc ça je trouve ça un peu dommage pour l'instant, surtout qu'ils nous l'avaient bien vendu au tout début, donc à voir. Mais là on a vraiment la famille Malo qui est mis vraiment en avant, notamment le couple évidemment des amoureux, puisqu'ils arrivent donc sur Neo Terminus, ils se font capturer puisque voilà c'est quand même des marchands, même si on nous a dit qu'ils étaient plus ou moins agents doubles, tout ça, donc à voir. Et ils viennent enfin présenter Magnifico à tout le monde pour avoir entre guillemets la preuve que le mulet est dangereux. Il était temps. Donc c'est assez sympa. Il nous montre aussi la manière dont il utilise du coup son pouvoir avec la musique, tout ça. Et on le voit enfin aussi un peu plus exprimer aussi ses désirs, ses envies. Et pour le coup, vous avez été plusieurs à me spoiler. Alors je sais pas si c'était du spoil ou si c'est la théorie que vous avez vu sur une autre vidéo ou quoi, mais vous avez été plusieurs à m'en parler sur les 2 dernières reviews. C'est vrai qu'il y a un truc, mais je l'avais pas forcément relevé. Puis comme vous aviez spoilé, j'attendais de voir si ça allait devenir quelque chose par rapport au fait que Magnifico serait en vérité le mulet, tout ça. C'est vrai que l'idée serait stylée, mais pour le coup, Magnifico, il manque un poil de charisme en termes vraiment d'acteur et tout ça, donc ce serait peut-être pas forcément hyper efficace. Et surtout que là, cet épisode semble finalement nous montrer plutôt l'inverse. Il a l'air de vraiment avoir peur du mulet, ou alors c'est que c'est vraiment un très très bon acteur. Surtout que en vrai, s'il avait dû faire un truc, il l'aurait fait là. Honnêtement, quand il s'est connecté, enfin qu'il a montré son pouvoir à, comme il le dit, le maire, tous les officiers, tous les chefs plus ou moins de Terminus, il l'aurait fait là. Il les aurait manipulés, ils auraient été dans sa poche et c'était fini. Ce qui se passe après n'aurait même pas eu besoin de se passer après. Donc pourquoi, enfin si vraiment c'était lui le grand méchant, je pense qu'il aurait déjà fait peut-être quelque chose à ce niveau-là. Et pareil, quand ils sont quand il rencontre Seldon dans le sanctuaire, ça aurait été pareil le moment idéal pour faire un truc, même s'il peut pas contrôler les IA, les hologrammes et tout, contrôler Seldon, mais il aurait pu faire un truc. Enfin honnêtement là il a eu 2 occasions qui étaient quand même assez goldées, et si c'était vraiment lui le mastermind derrière tout le monde, ouais je fais beaucoup d'anglicisme dans cette vidéo, mais je pense qu'il aurait agi à ce moment-là.
honnêtement. Sinon, c'est que vraiment, il va se passer une méga ultra dinguerie si vous avez raison et que c'est lui le grand méchant et que s'il n'a pas chopé ces 2 occasions-là, c'est qu'il y en a d'autres. Il en attend une autre encore plus folle. Mais là, honnêtement, quel est l'intérêt? Maintenant que le mulet a attaqué Neo Terminus et que ça a foutu le bordel, la panique, machin, que tout le monde s'est à moitié enfui dans tous les sens, tout ça, les Malos l'ont perdu de vue et tout. En vrai, il a plus rien à gagner de son statut de protégé, réfugié, informateur, tout ça. Donc, au contraire, il va retomber juste sous la coupe du mulet. Donc je pense que pour le coup c'était une bonne théorie, ça aurait pu être très intéressant, mais je vois pas vraiment comment il pourrait amener à ça maintenant à ce niveau-là. À moins que la prochaine épisode on voit le mulet se mettre à genoux devant lui en mode merci papa, je vois pas. Donc, mais c'était une très bonne idée. Donc je reviens rapidement sur 2-3 aussi petites trucs par rapport justement à Magnifico. Quand il parle de ses sauveurs, hein, vraiment quoi, et des gens avec qui il semble avoir une affection très forte, il dit madame, enfin ou la belle dame ou je sais pas quoi, donc oui, parce qu'il apprécie énormément Machine, mais l'autre c'est son toutou, son mari c'est son toutou. Et l'autre c'est le chef tonton ou je sais pas quoi. Donc ok, il a l'air un peu limité, très gentil, très un peu enfantin et tout, donc pourquoi pas. Mais c'est vrai que le traité de toutou c'est quand même un peu pas cool et tout. On a légèrement aussi du coup un petit développement par rapport à la famille Malo. On voit qu'ils ont l'air quand même assez honorables malgré leur appartenance au clan des marchands, qui eux sont plutôt montrés de manière très égoïste, égocentrique, voilà, vouloir toujours faire du fric, machin et tout. Donc pourquoi pas. Par contre là, en nous claquant des doigts juste avec une petite voix off de Gal, du coup c'est un peu peut-être maladroit aussi en termes d'écriture de mise en scène, c'est peut-être ce qui fait aussi que l'épisode est un peu court à mon goût, c'est que genre voilà, Magnifico joue de la musique, et les marchands et la fondation sont alliés. Genre ça prend 30 secondes parce qu'il n'a pas joué pendant 3 jours non plus. Mais l'alliance est faite, ils vont tous assister ensemble à l'ouverture du sanctuaire, rencontrer Seldon et Kumbaya. Tout le monde il est gentil, tout le monde il est heureux. Voilà, même si ça va pas durer très longtemps, surtout pour Neo Terminus, parce que les marchands au final eux, ils sont tous sur leur planète à eux là-bas. Donc voilà, et évidemment quand ils sont dans le sanctuaire, déjà grosse blague, tout très très drôle, c'est que Seldon en fait n'a plus accès aux informations et au final il est moins informé que la plupart des gens, à savoir qu'il ne sait pas qui est le mulet, vraiment le gros enjeu final et tout. Lui ne le connaît pas, donc c'est très drôle, il passe pour un con. Donc là je pense que pour le coup ça va être le clou final dans le cercueil de la religion seldonienne. Donc ça c'est intéressant aussi à ce niveau-là, au niveau des croyances, parce que c'est vrai que dans cette saison on l'a complètement abandonné, alors que dans la saison 2 c'était ultra central. Et après avoir fui comme un lâche, d'un coup, boum, le mulet apparaît dans le ciel de Neo Terminus, et c'est le carnage, c'est la bataille qu'on avait aperçue avec celle du tout début dans la bande-annonce, donc ça va chier des bulles. Donc les Malos, j'ai bien aimé le mari Malo qui montre que voilà, il est courageux, il protège sa femme et tout, alors que tout le monde s'enfuit comme des lâches, ils abandonnent la moitié de leurs potes et tout. On voit à quel point ce sont des gens honorables au final. Certes, ils sont devenus très intelligents, très civilisés, la planète est très belle, on voit que c'est des grandes villes qui ont l'air très propres, écolo, tout ce qu'on veut et tout. Mais sur le plan humain, on voit vraiment que l'égoïsme et l'individualisme est devenu très présent. Alors ceux qui voudront voir une critique de notre monde seront les bienvenus parce que c'est assez évident. C'est aussi l'intérêt un petit peu de la SF d'anticipation. C'est aussi un peu critiquer les possibilités de notre avenir. Donc clairement, on n'est pas sur un truc aussi horrible que l'Empire à moitié totalitaire et compagnie, avec des disparités sociales, financières et compagnie qui sont dingues, avec des pauvres qui vivent dans la misère et les empereurs et compagnie, mais ça n'a pas l'air non plus d'être une société parfaite, cette première fondation. Donc clairement, en plus on nous rajoute le fait que l'enjeu sera celui de la seconde fondation et tout, donc vraiment toujours autant impatient de découvrir la suite, surtout que là il n'en reste plus beaucoup, il reste que 4 épisodes, donc vraiment il va falloir accélérer les choses. Est-ce que vraiment on va arriver jusqu'à la fin de la crise dans 4 mois à la fin de la saison? Après il y a moyen peut-être qu'il y ait une ellipse justement après la prise de Neo Terminus pour montrer un peu vraiment l'expansion de l'armada, de l'empire, du territoire entre guillemets du mulet, et après pour nous amener à la bataille finale. En gros on va peut-être refaire une ellipse de toute cette expansion, toute cette prise de contrôle pour aller directement à ce qui est intéressant et ce qui est essentiel, à savoir la conclusion de cette crise. Donc pourquoi pas. Mais en tout cas, toujours autant hypé. Comme je le disais, c'est vrai que cet épisode-là était peut-être un peu léger, même si on a eu énormément de révélations, donc peut-être s'il y en avait eu trop aussi, ça aurait été un peu lourd à digérer. Mais voilà, vraiment un épisode
très cool que j'ai vraiment apprécié. De toute façon, cette saison est vraiment de très bonne qualité. Effectivement, vous avez été plusieurs à me poser la question par rapport à l'épisode précédent où je disais que la saison 4 serait potentiellement la dernière, parce qu'en fait, c'est ce que j'ai trouvé comme interview. Après, il y a pas de j'ai plus de nouvelles j'ai pas trouvé de news en tout cas récentes qui disent que peut-être la série sera finalement prolongée par rapport aux premières estimations qu'ils avaient eues, puisque à l'époque, ils avaient dit c'est prolongé jusqu'à 4 saisons. Donc voilà, mais effectivement, au vu du rythme et tout ça, au vu de ce que vous avez aussi spoilé dans les commentaires, il y a moyen qu'il y ait plus que 4 saisons, donc tant mieux si la série continue d'être d'aussi bonne qualité et tout ça, même si là, clairement, on va aller sur un gros turnover au niveau du casting. Donc, ce sera presque un renouveau, presque une nouvelle série, si on a la suite d'après les infos que j'ai. Donc, on verra bien. En tout cas, comme d'hab, en tout cas, voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne. En ce moment, il y a plein de choses. J'arrive à produire pas mal de vidéos. Je suis à presque 3 vidéos par semaine en ce moment, à peu près. Donc, encore merci pour vos commentaires, pour vos likes. N'hésitez pas à en donner encore plus. Ça fera toujours très plaisir, et à partager les vidéos aussi si elles vous plaisent, un maximum de gens. Là c'est le moment, la chaîne, il y a moyen qu'on puisse grossir, donc voilà, on est toujours sur l'objectif des 10 000, hein, tant qu'à se mettre un objectif complètement dingue. Allons directement au 10K pour le moment. Encore merci, et puis sur ce, je vous dis à très vite sur Anakaland. Bye.